Le oui à l'indépendance a gagné par majorité absolue et 2 ans après, le oui aussi a gagné sous une pluie de matraques. Le 1er octobre, le gouvernement de la Catalogne a voulu mener un référendum illégal. Ce n'était pas une décision innocente, spontanée ou démocratique. C'était la dernière étape d'une stratégie politique faite pour imposer à la société catalane et à tous les Espagnols une indépendance que peu veulent et qui ne serait bonne pour personne. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de voie possible, il n'y a pas d'indépendance possible pour la Catalogne. Mais j'espère que le dialogue va prévaloir. Hola a tots y totas, bonsoir à toutes et à tous. Je ne suis pas Nelson Palisnierman. Et nous soc Adrien Vicente, par contre je suis enrhumé. Voilà, donc aujourd'hui on vient de vous parler en français et en catalan puisqu'on va parler de la situation en Catalogne. Wouh Youhou Donc voilà, on va vous parler de ce sujet qui fait la une depuis maintenant plusieurs semaines et ça risque de continuer pendant un petit moment encore. Ouais, c'est vrai qu'on en avait discuté donc déjà avant le dernier podcast et on savait que ça allait traîner, mais là quand même c'est plus, ça traîne plus là, c'est plus que c'est carrément ça s'est embourbé plutôt que ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ça s'est embourbé et ça, voilà, la crise risque de continuer à couver pendant un petit moment. Donc, je résume pour les gens qui n'ont pas du tout suivi ça. Donc, les dirigeants indépendantistes de la Catalogne, qui est une région d'Espagne et qui est aussi frontalière avec la France, ont organisé. Et aussi en France même, monsieur. Attention, n'énerve pas notre auditeur perpignanais. Oui, mais les dirigeants indépendantistes de la Catalogne ne sont pas dirigeants des Pyrénées-Orientales. Voilà, je m'en sors par une pirouette. Donc les dirigeants de la Catalogne ont organisé le 1er octobre un référendum sur l'indépendance de leur région qui était totalement interdit par la justice espagnole. Ils ont dit qu'ils en avaient rien à foutre de l'interdiction. Grosso modo, hein, ils ont essayé d'expliquer des arguments juridiques comme quoi le droit international reconnaissait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tout ça, mais bon, globalement, c'est quand même vachement illégal comme référendum. Donc ils ont organisé un référendum sur l'indépendance de la région, le oui l'a emporté très largement, à plus de 90%. Le référendum a été émaillé de violences policières, voilà, dont tu as dû certainement voir les images et dont la plupart des gens ont vu les images. Et c'est même le moment où on a commencé à se rendre compte qu'il se passait un truc grave là-bas. Oui, et puis dans le pire, ils ont vu la bande-annonce qui manque complètement de goût de la part de Canal. Je sais pas si tu l'as vu. Ah non. Pour le Classico, en fait, pour la pub, pour le prochain Classico, à la place de mettre des joueurs du Real de Madrid, ils ont mis des flics de la Guardia Civile pour tacler ou des trucs comme ça des joueurs du Barça. Comment dire, ça a pas plu du tout à la twittosphère catalane, ce genre de vanne qui n'était pas très drôle selon eux, quoi. Tu m'étonnes. Donc voilà, le gouvernement espagnol dit qu'il ne reconnaît pas les résultats de ce référendum, d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de référendum du tout selon eux, puisque il y avait un tas de trucs qui ont fait que ce référendum est difficilement crédible, c'est-à-dire il n'y avait pas de commission électorale, la commission électorale, il n'y avait que des indépendantistes dedans, les flics ont fermé un certain nombre de bureaux de vote, ce qui fait qu'ils avaient mis en place une espèce de système qui faisait qu'on pouvait voter même dans un bureau auquel on n'était pas inscrit, mais du coup ça garantit pas que des gens n'aient pas voté plusieurs fois, et plein d'autres problèmes comme ça qui font que ce référendum était difficilement crédible. Mais donc le gouvernement espagnol dit non, ce référendum était totalement illégal, ces gens se sont mis dans l'illégalité, et on sait pas trop comment on va sortir de ça, parce que ils savent aussi que ils peuvent pas ils peuvent pas envoyer les flics pour arrêter le président régional, il s'appelle Carles Puigdemont. Ça s'écrit Puigdemont, mais ça se prononce Puigdemont. Oui, j'allais dire, je pense que tu es le seul journaliste français à l'heure actuelle qui les prononce joies comme du il faut, catalan. en fait.
Mais bon, donc on ne sait pas du tout où jusqu'où va aller cette crise, mais c'est vrai que moi qui vis en Espagne, j'ai vu cette crise monter depuis 2 ans tout doucement, mais là depuis on va dire 1 mois et demi, c'est remonté beaucoup plus vite que ça ne montait depuis 2 ans, quoi, on est vraiment dans le dur. Donc voilà, moi j'aimerais te demander du coup comment, toi en tant que franco-allemand, comment on le voit et en France et en Allemagne, parce que j'ai l'impression qu'on le voit assez différemment. D'ici j'ai l'impression que ça intéresse énormément en Allemagne et bon, j'ai des hypothèses mais je sais pas vraiment pourquoi cette question intéresse tant en Allemagne. Ah mais totalement, c'est vrai que moi qui ai tendance à aller voir un petit peu les sites d'infos par-ci par-là, c'est vrai qu'en France, je trouve que Mediapart s'y intéresse beaucoup, mais Mediapart, soyons très honnêtes, c'est un journal d'intello quand même, dans lequel je m'inclus, hein, mais voilà. Mais on va dire que les médias de masse vont en parler parce que c'est spectaculaire, quoi. Il y a des violences policières, tous les jours il y a un rebondissement, mais c'est vrai que ça va plus quand on va sur un site comme Le Monde, ça commence à apparaître dans les petits articles plus que dans les articles principaux. Alors que j'ai regardé aujourd'hui le site Le Spiegel et là je viens de le rouvrir pour vérifier si c'est toujours en une. Alors c'est plus forcément le premier article, sachant que le premier article c'est le Brexit, donc on reste quand même sur une thématique européenne. Mais par contre le deuxième, voilà, c'est de suite ce qui se passe en Espagne. Et c'est vrai que les Allemands ça les fascine beaucoup. On avait eu cette discussion lors du dernier épisode sur l'intérêt des Allemands pour l'Europe. Voilà, j'avais dit que pendant longtemps les Allemands pouvaient se disputer la place de ceux qui s'intéressent le plus à l'Europe avec les Espagnols, mais je pense que tu vois, même avec le score de l'AfD, ça montre que les Allemands s'intéressent tout de même à l'Europe, même si parfois certains sont contre l'Europe ou en tout cas veulent exprimer leur mécontentement vis-à-vis de l'Europe. Quand même, il y a un gros intérêt. Et c'est vrai que j'avais reproché à la France de beaucoup être franco-centré ou alors de s'intéresser aux élections qui sont seulement spectaculaires. Les Allemands, eux, par contre, voilà, ça a été suivi de très près. Il y a eu beaucoup d'articles là-dessus. Tous les jours, voilà, il y a, par exemple, quand je regardais jour pour jour, il y avait d'abord la réaction du chef du gouvernement catalan, ensuite la réaction du chef du gouvernement espagnol, etc., etc. Donc il y avait presque il y avait pas un vrai live, mais on aurait pu en faire un tellement il y avait un article qui tombait toutes les 12 heures ou toutes les 6 heures sur ce sujet-là. Et voilà, je pense que c'est vraiment la question entre les deux de s'intéresser vraiment à ce genre de problème. Et surtout, je pense que les Allemands, en tant que pays fédéral, vont s'y intéresser plus. Disons que la seule région en Allemagne qui pourrait vraiment un jour dire on est indépendant, c'est les Bavarois. Sachant que seulement un tiers des Bavarois considèrent qu'ils pourraient être un État à part, même si ça reste beaucoup quand même. Pas de mouvement indépendantiste en Bavière, enfin, et j'imagine que si, il doit y en avoir, mais il n'y a pas de mouvement indépendantiste qui a un véritable poids politique, si. Alors, disons que, par exemple, il y a un parti qui s'appelle Die Bayernpartei, le parti Bavière, qui à chaque fois se présente aux élections européennes, ce qui est très drôle parce qu'en Allemagne les élections européennes c'est sur tout le pays et pas juste sur une seule région. Donc par exemple je peux habiter à Hambourg et décider de voter pour le parti Bavière, mais voilà. Comme le seuil d'accessibilité est à 1% des voix, si je dis pas de bêtises, ils ont des élus, enfin ils ont 1 ou 2 élus. Non, ce qui est marrant, c'est que même le parti satirique allemand a réussi à faire un meilleur score qu'eux aux dernières élections européennes et à avoir un député européen du coup. D'ailleurs, on pourra en parler un jour parce qu'il fait des trucs très drôles depuis qu'il est élu. Et je sais plus son nom, mais je vois qui c'est Die Partei et. Ouais, c'est Martin Sonneborn, qui dirigeait avant un journal satirique, un hebdomadaire satirique, pardon, qui depuis est député européen. Bref, donc non, il n'y a pas vraiment ce sentiment, même si par exemple, voilà, il y a un parti chrétien, alors entre guillemets social, mais bon, c'est un parti chrétien-démocrate
qui existe exclusivement en Bavière. Oui, la CSU qui est tout puissant dans cette région, mais si je me trompe pas, c'est plus qu'un parti régionaliste, c'est un parti qui est très ancré en Bavière et qui a fait une espèce de PD brave avec la CDU qui fait je me présente pas là où tu te présentes et voilà, ce qui fait que la Bavière c'est leur terre, mais ils sont pas spécialement régionalistes, si. Alors régionaliste si, indépendantiste non. Voilà, si je devais résumer la situation, c'est-à-dire ils considèrent que la Bavière c'est la meilleure région d'Allemagne et parfois ils vont même un petit peu trop loin en disant putain mais vous pouvez pas vous démerder comme nous, tout simplement parce que la Bavière est la région la plus riche d'Allemagne. Le Land, pardon, le plus riche d'Allemagne. Donc il y a vraiment cette attitude chez eux parfois un peu arrogante. Et d'ailleurs, ils sont souvent des slogans comme la Bavière d'abord. Voilà. Qui donnerait des boutons à n'importe qui ailleurs, mais chez eux c'est normal. Oui, chez eux c'est logique quoi. C'est oui bien sûr la Bavière d'abord, pourquoi pas quoi. Et ça choque plus personne en Allemagne quoi. C'est-à-dire même les émissions satiriques ça en moque plus parce que oui d'accord on sait c'est la CSU, c'est plus drôle à force. Non ils ont aucune intention de se séparer de l'Allemagne. Par contre, avoir plus de pouvoir que l'État fédéral, ça les intéresserait par contre. Oui, bien sûr. C'est exactement comme ça que se comportaient les nationalistes catalans jusqu'en 2012 en fait. Oui, effectivement, je pense qu'il y a une question de bras de fer. Je pense que la Bavière demandera jamais son indépendance, en tout cas pas de mon vivant. Après il faut jamais dire jamais parce que vu ce qu'on a vu ces dernières années on devrait peut-être rester très 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 prudent. Néanmoins je pense que ce qu'ils ont en commun avec les partis nationalistes catalans, c'est que ils aiment rentrer dans des bras de fer avec la capitale. De clairement essayer de s'imposer. Là, le dernier bras de fer, c'était il faut qu'on fixe un seuil maximum de réfugiés qu'on accueille en Allemagne. Ce qu'on appelle en Allemagne dit Obergrenze, donc la frontière supérieure, et qui d'ailleurs a été négociée avec Merkel. En clair, il y en a une, mais qui est très facilement renégociable. Et par contre, ça énerve évidemment les Grünen qui eux veulent pas du tout de ça. Donc ça va être compliqué pour des négociations, mais ça montre que au niveau de la Bavière, il y a pareil cette intention de dire c'est nous les plus forts et nous on va s'imposer si jamais vous nous emmerdez trop. Et ça, je pense que c'est le parallèle qu'on peut tirer avec des partis qui sont pas forcément nationalistes en Espagne, mais qui sont très autonomistes et qui justement, vu comment est configuré le Parlement espagnol, qui régulièrement aiment bien avoir des bras de fer avec le PP ou le PSOE pour justement arriver à former des gouvernements. Je pense qu'on est plus là-dedans avec la CSU. Oui, c'est clair que les nationalistes catalans, comme les Basques d'ailleurs, au fil des législatures, régulièrement, le parti majoritaire, que ce soit donc le PP de droite ou le PSOE de gauche, avait besoin d'eux pour former une majorité, et donc ça se faisait au prix de soit de nouvelles compétences, soit de plus d'argent, soit les deux, parce qu'en général quand on te transfère des compétences, on te transfère aussi les moyens de les appliquer. Sauf quand on s'appelle Macron. Pardon. Et c'est souvent comme ça que ça s'est passé. Maintenant, je ne sais pas si c'est aussi le cas, entre la Bavière et le reste de l'Allemagne, mais c'est vrai que dans l'Espagne profonde, il y a une vraie les Catalans appellent ça de la catalanophobie, je trouve ça un peu fort, mais il y a une vraie défiance vis-à-vis des Catalans, ces gens qui parlent pas la même langue que nous, qui ont cette image d'être des gens un peu arrogants et un peu refermés sur eux-mêmes. Je sais pas s'il y a le même sentiment, mais chez les Catalans c'est quelque chose de très fort. Ils te disent oui, mais moi si je vais au fin fond de la Castille et que je parle catalan, les gens vont se mettre à m'insulter. Les gens vont se mettre à être super pas cool avec moi, et c'est vrai que c'est quelque chose qui existe ici. Alors je sais pas si avec la Bavière c'est la même chose ou si c'est juste non on est plus riche et plus fort que les autres et puis c'est tout. Disons qu'il y a une vision très après c'est toujours une question de perspective. Voilà, moi ma famille est originaire du nord de l'Allemagne, donc nous on voit la Bavière comme cette région un petit peu arrogante. Il y avait un film sur alors vous allez croire que je suis en train de vous parler de confondre et de parler de Cool Runnings. Non, je sais plus comment ça s'appelait le titre en français, l'équipe de bobsleigh de Jamaïque.
Rasta Rocket, voilà. Vous allez croire que je vous parle de Rasta Rocket, mais non, il y avait un film comme ça qui parlait de la première équipe de bobsleigh allemande et qui avait été montée par une équipe venant de Bavière. Et il y en avait un qui dit un mec d'un autre pays, il dit "We're from Bavaria, it's near Germany". Voilà, c'est vraiment l'état d'esprit qu'ils ont, c'est que voilà, il faut pas oublier que l'Allemagne, en tant que pays unitaire, n'existe que depuis 1871. En plus, en ayant eu plusieurs séparations. Du coup, la Bavière a quand même été pendant des siècles et des siècles un royaume. Et c'était d'ailleurs un des seuls Länder actuels qui a existé déjà sous cette forme-là avant la fin de la Seconde Guerre mondiale et avant qu'on décide de dessiner les différents Länder comme ils sont à l'heure actuelle. À part la Sarre, il y en a quasiment pas qui étaient tels quels dans le paysage géographique allemand. C'était beaucoup plus séparé les différentes régions, quoi. Donc il y a vraiment cet état d'esprit de tradition et de c'est notre région, c'est nous, etc. Donc je pense qu'il y a une méfiance. Alors évidemment, il n'y a pas une grosse différence dans la langue parce qu'il faut savoir que le bavarois c'est plus un accent que réellement une langue différente. Par contre, tu te fais griller en 3 secondes quand tu dis Guten Tag et que lui te répond Grüß Gott. T'es là, bon, ok, c'est bon, t'as compris que je venais pas de Bavière. Ouais, c'est ça, quoi. Et aussi le fait que c'est une région 100% catholique, enfin 100%, pardon, 85,9% catholique. Non, mais j'exagère exprès. Je connais pas du tout les chiffres, mais voilà, ça a toujours été une région catholique. Il faut savoir qu'une fois, dans un petit village en Bavière, il y a eu un maire social-démocrate, protestant et homosexuel qui a été élu, et du coup, ça a fait la une des journaux, quoi. Alors que c'est une petite commune dont on se fout complètement le reste de l'année, quoi. Tellement c'était, oh mon Dieu, en Bavière, déjà ils ont élu un protestant, mais en plus de gauche et homosexuel, non mais toujours plus. Donc voilà, ça avait marqué, mais comment dire, il y a plus une attitude de méfiance que de haine. Voilà, c'est vraiment l'idée de pourquoi les Bavarois se sentent supérieurs à nous. Et la Bavière qui va plus être dans une idée de pourquoi est-ce que les autres régions d'Allemagne ne font pas exactement la même chose que nous, aussi parce que voilà, il y a cette différence culturelle, parce que l'Allemagne a été divisée, et quand je parle de divisée, je parle pas de la guerre froide, je parle d'avant déjà. Donc c'est plus une question culturelle, mais il n'y a pas, voilà, comme tu disais, il y a une certaine catalanophobie selon les Catalans, mais il y a plus, disons que les Bavarois, c'est un peu comme les Belges pour les Français, quoi. Si la Belgique faisait partie de la France, on pourrait dire, voilà, les Belges, on fait des blagues sur eux, on se moque de leur accent, etc. La Bavière, c'est ça pour nous, quoi. Ouais, je vois. Et en France, qu'est-ce que j'ai eu l'impression, après c'est moi juste en voyant mon fil Facebook, en voyant que les gens se mettaient à en parler tout à coup, qu'est-ce qui a fait que on s'est mis tout à coup à s'intéresser à la Catalogne. Enfin, moi j'ai des parts de réponse aussi, c'est le pays voisin, c'est la région voisine, tous les Français sont allés en vacances à Barcelone, enfin je dis tous les Français, j'exagère, mais beaucoup de Français sont allés en vacances à Barcelone. Pas moi. Et j'ai un peu de... Enfin, je me demande comment ça peut être vu en France, qui est un pays très jacobin, très centralisateur, qui ne comprend pas, qui ne peut pas comprendre cette idée qu'on a des régions avec des compétences très larges, qui ont une langue propre, qui ont une culture propre. J'ai l'impression que... Enfin, tu expliques ça à un Français et c'est un peu un truc d'extraterrestre de penser qu'il y a une région qui veut prendre son indépendance. Enfin, si tu veux, en France, l'exemple le plus proche qu'on a, c'est les Corses, mais c'est les Corses puissance 1000, là. Oui, clairement. Disons que, on va dire que c'est... Enfin, quoique, je trouve que la Corse, justement, avec la victoire des... Alors, je pense que c'est des nationalistes qu'il faut dire. Voilà. Donc des nationalistes corses et justement de cette idée de, on devrait peut-être plutôt s'organiser politiquement que ce qui a été fait sur ces dernières décennies avec des attentats, etc. Que je pense qu'ils ont regardé, je pense que les Corses ont justement regardé certaines régions espagnoles en disant, c'est peut-être ça la solution justement, d'avoir un parti corse fort qui arrive à s'implanter. Ils ont même des députés à l'Assemblée nationale maintenant.
3 sur 4, ce qui est quand même impressionnant. On se croirait avec, on en parlera tout à l'heure, mais avec le Scottish National Party qui en, je crois, 2013 avait raflé quasiment toute l'Écosse. C'était plus tard, c'était en 2015. C'était en 2015. Oui, il me semble qu'ils avaient fait tous les sièges sauf 2 ou 3. Ouais, je crois que c'était un truc du genre 22 sur 26 où on regardait la carte. C'était plus que ça. C'était il y a une cinquantaine de sièges en Écosse, si je me trompe pas, entre 50 et 60, et ils les avaient raflés tous sauf 2 ou 3. Ouais, voilà, c'était un truc comme ça, et je crois que les 2 autres, c'était 2 sièges conservateurs ou un truc comme ça. Oui, voilà, c'est 58 sur 60, je crois. Et qu'effectivement, on regardait la carte du Royaume-Uni et t'avais cette couleur jaune qui faisait en fait toute l'Écosse quasiment, qui était assez impressionnante, et que les 3/4 des sièges, ils les avaient piqués au Labour d'ailleurs. Et je pense voilà que la Corse, il y a un petit peu ça. En France, je pense que c'est surtout une fascination plus qu'un vrai intérêt. Voilà, je pense que par exemple, s'il y avait eu un référendum calme, tranquille, qui se serait terminé comme le référendum écossais, c'est-à-dire avec du 48-52, avec une défaite de l'indépendantisme, on en aurait parlé le lundi en disant les Catalans ne seront pas une région indépendante. Point. Voilà. Et après, on s'y intéressait plus. Tandis que là, vraiment, voilà, j'ai l'impression, voilà, encore une fois, je parle des médias de masse, pas de tous les médias, comme j'ai dit, par exemple, Mediapart, quand même, fait pas mal d'articles de fond là-dessus. C'est d'ailleurs, lors des sélections allemandes, je l'avais dit aussi, c'était les rares qui faisaient vraiment des articles de fond en s'intéressant vraiment à ce qui se passait en Allemagne, etc., etc. Alors que les autres, c'était, est-ce que Merkel va encore être réélue? Réponse, oui. En même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non, mais bon, voilà, il y avait pas grand-chose, quoi. Et voilà, il y avait, il y a cette fascination de qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que l'Espagne est au bord du chaos? Est-ce que l'Espagne n'est pas au bord du chaos? Mais par exemple, il y a beaucoup moins ce retour sur qu'est-ce que les deux parties ont réellement dit. Voilà, est-ce que je préfère pas prononcer le nom du chef du gouvernement catalan, parce que sinon je vais le dire à la française. Tu peux dire Pokémon comme disent certains Espagnols. Non, je devrais peut-être dire son prénom, Carles, c'est ça? Oui, mais on prononce Carlas. Carlas. Est-ce que Carlas répare? Pardon. Mais elle était nulle cette blague. Alors, est-ce que du coup, voilà, c'est plus, on a l'impression, on sait pas vraiment ce qu'il dit. Au final, on ne sait pas. Est-ce qu'il a réellement annoncé une indépendance de la Catalogne? On sait juste que il a fait un discours, voilà, en disant ouais, je prononce, mais on regarde moins de ce qu'il a réellement dit. Voilà, après, moi, ça c'est réellement c'est le problème qu'il y a aussi en Espagne et qu'on a tous, c'est que personne ne comprend ce qu'il a voulu dire. Il a prononcé un discours très ambigu. Il a pas dit les mots "je proclame l'indépendance". C'est quand même assez important. Alors il a quand même prononcé le mot République indépendante, mais s'il avait voulu être clair, il aurait dit je proclame la République catalane comme un nouvel État indépendant. Il ne l'a pas fait, et en plus il a dit juste après et je propose que les effets de la déclaration que nous allons signer soient comment il a dit suspendus le temps d'un dialogue. Un dialogue qui n'existe pas et dont Madrid ne veut pas entendre parler. Donc ça a déclenché un torrent de blagues sur Internet qui expliquait que la République catalane était la République la plus courte de l'histoire, 8 secondes, entre le moment où il a dit République indépendante et le moment où il a dit « je vais proposer au Parlement de suspendre son application ». En réalité, en fait, les deux côtés sont en train de gagner du temps et essaient de faire une guerre d'usure parce que d'un côté, Puigdemont espère que le gouvernement central surréagisse et refasse la même erreur que le 1er octobre, à savoir envoyer les flics ou les envoyer dans le bureau de Puigdemont pour le mettre en prison, ou même suspendre l'autonomie catalane. Il y a un article de la Constitution qui le permet, et ça fait des semaines qu'on parle de sa possible application, mais il faut savoir que pour les Catalans, ça c'est le bouton nucléaire. Les Catalans, même ceux qui ne sont pas indépendantistes,
tiennent énormément à leur autonomie, voilà, ils tiennent vraiment à leur autonomie, au fait qu'ils puissent se gouverner, par eux-mêmes. Et donc, si on suspend ça, ça peut être très très mal vécu par les Catalans. Il peut y avoir de nouveau des grandes manifestations, des grands rassemblements, comme les rassemblements des indignés, des gens qui campent toute la nuit sur la place de Catalogne. Et donc d'un côté, ils essaient de pousser le gouvernement central à surréagir. Et de l'autre côté, le gouvernement central sait très bien ça. Et ils essaient de gagner du temps parce qu'ils savent que les comptes du gouvernement catalan sont sous tutelle de l'État et qu'à un moment ils vont se retrouver à sec et ils vont se retrouver dans la merde. Et puis ils se disent qu'à un moment ils vont finir par se lasser, par voir que finalement ça va pas si mal et que voilà que cette poussée de fièvre indépendantiste va retomber. Je ne sais pas qui a raison dans les deux, et je ne sais pas qui a gagné. Si on le savait, ce serait beaucoup moins passionnant, et si on le savait, j'aurais beaucoup moins de travail. mais bon, après, journalistiquement, c'est très très intéressant à couvrir, c'est très très intéressant à vivre, cette crise. Oui, j'allais dire, tu dois quand même là être... Enfin, il y a une expression en anglais qui dit « May you live in interesting times ». C'est dur d'être plus intéressant là quand même. Oui, c'est clair. Plus intéressant, c'est une guerre civile et j'espère ne jamais avoir à en couvrir. Je le dis même pas ici parce que je pense pas que ça arrivera. J'espère ne pas avoir à en couvrir parce que ça craint quand même. Oui, c'est clair. Mais oui, c'est ça. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, c'est une phrase de l'historien Eric Hobsbawm, qui est un historien que j'adore. Voilà, c'est tout. C'était juste pour placer Eric Hobsbawm dans mais tu as raison, dans cet épisode. Autant le faire. Hein. Comme on a déjà placé l'Allemagne, l'Espagne et tout ça, voilà, j'essaie de placer des nouveaux éléments de bingo. Oui, malheureusement, en fait, on peut pas encore placer nos points Cervantes et Goethe, étant donné que nos deux premiers épisodes, un sur l'Allemagne et deux sur la Catalogne et son problème avec l'Espagne. Donc c'est un peu triché, quoi. Mais ouais, c'est effectivement. C'est ce que je disais en France. J'ai l'impression que tout à coup on a commencé à s'y intéresser parce qu'il y avait eu des violences policières, ce qui en plus est quelque chose de très rare en Espagne. Tu vois, en France, je sais que par exemple les journalistes, quand ils couvrent une manif, ils restent toujours jusqu'à la fin au cas où ça dégénère, parce qu'on sait que il y a une chance non négligeable que ça dégénère. Oui, clairement. En Espagne, c'est rare ici, mais moi quand je vais couvrir une manif en Espagne, je reste rarement jusqu'au bout parce que je sais que il va pas y avoir de problème. Si ça chauffe, on va vite le voir. Là, c'est la manif où ça chauffe à la fin, en fait. Voilà, mais non, mais il faut comprendre qu'en Espagne, ça a choqué dans le monde, bien sûr, mais ça a aussi beaucoup choqué en Catalogne et en Espagne parce qu'on n'est pas habitué à des manifs qui se terminent comme ça. Enfin, là, c'était pas des manifs, mais on n'est pas habitué aux violences policières, à des trucs de cette ampleur. J'imagine que voilà, il y avait une question que je voulais te poser à ce niveau-là aussi. Donc déjà, moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a quand même dû avoir rarement des violences policières aussi intenses depuis la fin du régime franquiste. Quand même, ce qui est, j'appellerais pas ça un point Godwin, mais c'est un point Franco, on va dire. Oui, t'inquiète pas, les politiciens espagnols le touchent très régulièrement en ce moment. Ouais, tu m'étonnes. Mais voilà, est-ce que on dit voilà, Rajoy n'aurait pas dû faire ça, et avant que je pose ma question, soyons clairs, je considère aussi qu'il n'aurait pas dû faire ça. Néanmoins, ma question est, qu'est-ce qu'il avait comme autre choix au final ? Eh ben oui, bien sûr. Tout le problème de cette crise, en fait, c'est que les deux camps n'ont aucun intérêt à faire des concessions. C'est-à-dire, d'un côté, les indépendantistes ont tellement répété pendant des années que l'indépendance était la seule solution, qu'on n'avait plus rien à faire avec Madrid, parce que de toute façon, on ne pouvait pas parler avec eux. Et depuis que ce gouvernement-là a été élu, il faut savoir que la liste indépendantiste, quasiment leur seule promesse, ils se sont fait élire juste sur la promesse de « on vous amène à l'indépendance en 18 mois ». Et tout leur programme était axé là-dessus. Donc s'ils reculaient, c'était une trahison de tout ce pourquoi les gens avaient voté pour eux.
Donc c'est extrêmement compliqué pour eux de faire machine arrière. Et de l'autre côté, pour Rajoy, lui a répété pendant des mois et des années que le référendum n'aurait pas lieu, qu'il ne laisserait pas ça se produire. S'il laissait ça se produire, pour son électorat qui comporte aussi, qui n'est pas majoritairement, mais qui en comporte des gens de droite dure qui disent mais qu'est-ce qu'il fait, mais il est faible, il n'agit pas, il était obligé de faire en sorte que ce référendum n'ait pas lieu, parce que sinon il trahissait sa propre parole. Moi personnellement, je pense que s'il avait laissé se tenir ce référendum normal, tout seul, toujours en agissant du côté de la justice quand même, parce qu'il faut savoir qu'en amont, la justice avait agi, ils avaient saisi des enveloppes, ils avaient saisi des bulletins, ils avaient fermé des sites internet qui indiquaient aux gens où était leur bureau de vote. Donc, ils avaient quand même porté des coups à l'organisation du référendum. Ils en avaient porté suffisamment pour que ce référendum ne soit pas crédible une seconde. C'est ce que j'ai dit. Dans certains bureaux, il n'y avait pas d'enveloppe et les gens ont juste plié leur bulletin et l'ont mis dans l'urne comme ça. Des gens... Le système de liste électorale universelle qui faisait qu'on pouvait voter dans un autre bureau si ton bureau était fermé, pareil, il y a pu avoir des abus, et il y a pu avoir des gens qui ont voté dans plusieurs bureaux. La commission électorale, il y avait que des indépendantistes dedans. Enfin, si le référendum s'était tenu tout seul et qu'on avait vu, le oui a gagné à 90% avec 43% de participation, parce qu'il y a que les indépendantistes qui sont allés voter, il se serait décrédibilisé tout seul. Et ça aurait été beaucoup plus difficile pour eux ça leur aurait donné beaucoup moins d'arguments. Ça leur aurait permis de ne pas se victimiser et de dire regardez, on a eu des centaines de blessés, ce chiffre est sujet à caution. Des deux côtés, il y a une bataille de chiffres. J'ai écrit un papier là-dessus. Ça leur aurait permis de ne... Oui, voilà, ça les aurait empêchés de se victimiser, et voilà, ils auraient fait leur référendum, on aurait vu que, il y a 90% de oui, il n'y a aucun référendum crédible où il y a 90% de oui avec 40% de participation, on aurait tous compris que il n'y a que les indépendantistes qui sont allés voter. Oui, mais justement, est-ce que là, c'est ce que j'avais demandé justement, ce résultat, parce que quand même, je trouve que la participation pour un référendum qui a été autant empêché est quand même très forte. 43%, c'est quand même énorme, je trouve. Est-ce que du coup, il y a vraiment que les indépendantistes qui sont allés voter, c'est pour ça qu'on a 90%, ou est-ce que on aurait pu avoir une majorité certes moins importante, mais quand même forte, s'il y avait eu un déroulement à peu près normal et une participation légèrement plus élevée? Effectivement, je sais qu'il y a, pour en avoir rencontré, je sais qu'il y en a au moins 2 ou 3, parce que j'ai parlé avec eux, de gens qui sont allés voter par réaction aux violences policières. Et par réaction aux mesures de Madrid, qui a parfois été un peu loin dans l'utilisation de la justice. Voilà, une semaine avant, ils ont arrêté 14 hauts fonctionnaires catalans qui étaient chargés de l'organisation du scrutin. Et ça a déclenché des sit-ins devant les institutions pour empêcher les flics de sortir. C'était à ce point, quoi. Donc oui, il y a des gens qui sont allés voter par réaction aux violences policières. Il y a aussi beaucoup de gens, et ça c'est très important pour la Catalogne, qui sont allés voter pour faire chier Rajoy. Mais réellement, par exemple, la position de Podemos, qui a une position, donc le parti de gauche radicale espagnol, qui est assez implanté en Catalogne, qui est assez implanté en Catalogne. La maire de Barcelone, la maire de Barcelone notamment, est pas directement issue de leur rang, mais c'est quand même très proche. Leur position, elle a été de dire en Catalogne, allez voter, on ne considère pas ça comme un vrai référendum, mais on le considère comme une mobilisation, et les mobilisations c'est toujours bien, et on le considère comme une façon pour les gens d'exprimer leur mécontentement vis-à-vis de Rajoy et vis-à-vis de la droite au pouvoir. Et donc ils ont incité les gens à participer, sans donner de consigne de vote, oui ou non,
mais ils ont incité les gens à participer juste pour manifester leur mécontentement. Et je pense que oui, il y a une partie des Catalans qui est allée participer juste pour voilà, par rejet de Rajoy et de son gouvernement. Mais Podemos, je trouve qu'ils ont quand même une position, enfin, on a eu l'occasion d'en discuter déjà, assez ambiguë quand même vis-à-vis de l'indépendance de la Catalogne, tout simplement parce que, voilà, comme tu disais, d'un côté ils peuvent s'en servir en disant, regardez, tout le monde déteste Rajoy et son gouvernement. Ils s'en sont servis pour négocier avec le PSOE en disant, ah ben nous, on veut bien discuter avec vous, mais que s'il y a effectivement un référendum en Catalogne. Mais à côté de ça, enfin. Pablo Iglesias, il est plutôt mélanchoniste à ce niveau-là. Lui, il est pour une seule Espagne. Alors, là, pour le coup, la comparaison avec Mélenchon est un peu hasardeuse. Pardon. Parce que, bon, Mélenchon est extrêmement centraliste et jacobin, c'est pas moi qui vais te l'apprendre. Oui, non, clairement. Alors que, voilà, en Espagne, même si c'est plus compliqué que ça, la décentralisation, c'est quand même une valeur de gauche, et Pablo Iglesias, il a très régulièrement défendu le fait que l'Espagne était plurinationale, qu'il fallait reconnaître plusieurs nations dans l'Espagne, dont la Catalogne évidemment, et il soutient le droit des Catalans à pouvoir s'exprimer par référendum sur la question. Donc il soutient un référendum légal dans lequel il ferait campagne pour le non. Lui a déjà dit 50 fois qu'il ne voulait pas que la Catalogne quitte l'Espagne, mais qu'il était pour que les Catalans puissent s'exprimer par référendum, mais par un référendum légal et qui ait une vraie valeur, qui soit bien organisé et pacté avec l'État. Comme là, c'était quand même un référendum qui avait été interdit par la justice, c'est de là que venait leur ambiguïté. Et c'est vrai qu'ils sont divisés, hein. Ils sont divisés en interne. Il y a des gens qui sont... surtout en Catalogne, il y a des gens de Podemos qui sont carrément indépendantistes, il y en a qui ne le sont pas du tout. Et ce qui a fait que pendant le mois là, avant le référendum, ils en ont pris plein la gueule des deux camps, puisqu'ils avaient une position médiane, et dans une crise comme ça où les positions sont aussi polarisées, et avoir une position médiane, c'est plus l'assurance de prendre des coups des deux côtés que d'être le sympathique conciliateur qui va mettre fin à la crise. Mais, comment dire, est-ce que du coup la vision de Podemos, c'est plus une vision, je vais exagérer un peu, d'avoir les États-Unis d'Espagne en fait, qui seraient à l'intérieur de l'Union européenne, ou est-ce que c'est le statu quo actuel, il est pas si mal que ça au final? Non, clairement, c'est... je pense que si quelqu'un de Podemos t'entendait dire que leur modèle, c'est les Américains, ça lui donnerait des boutons, mais... Oui, non, je ne voulais pas dire ça comme ça, bien sûr. mais oui, clairement, ils défendent un nouveau modèle, ils défendent un... alors, je ne veux pas m'avancer, j'en suis presque sûr qu'ils défendent un changement de la Constitution, mais en tout cas une réforme profonde de la Constitution pour pouvoir permettre la reconnaissance de plusieurs nations dans l'Espagne. Donc voilà, ils sont pas du tout sur le statu quo, mis à part sur la question indépendantiste. Oui, ils veulent pas que la Catalogne devienne indépendante, mais effectivement, ils sont pour la reconnaissance de plusieurs nations et voilà, ils défendent, et au niveau national, de toute façon, ils défendent une réforme de la Constitution qui est quand même ce qui aujourd'hui est le nœud du problème. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, Rajoy a pour la première fois ouvert la porte très timidement et du bout des lèvres, mais quand même, à une réforme de la Constitution. Et bon, on ne sait pas ce qu'on mettra dedans, mais le Parti Socialiste a dit qu'il était d'accord, donc ça veut dire que théoriquement c'est pas mal parti. Ouais. Et surtout, ça faisait des mois qu'on n'avait pas vu un infléchissement d'un côté ou de l'autre. Donc, il y aurait quoi du coup dans cette réforme de la Constitution? Ah ça, bien malin qui peut le dire. On ne sait même pas dans quel sens ça irait, si tu veux. Oui. Parce que, comme je disais, Rajoy est quand même poussé par son aile droite et par son électorat le plus conservateur, qui est soit plus ferme et va nous mater ces Catalans qui désobéissent à la loi.
ainsi que par les centristes de Ciudadanos qui ont beau être centristes mais qui sont très anti-indépendantistes. Et d'un autre côté, on a les socialistes qui se sont depuis quelques mois, voire quelques années, mais plutôt quelques mois, mis aussi sur la ligne l'Espagne plurinationale, la reconnaissance de plusieurs nations dans l'État espagnol, et qui eux, depuis le début, défendent une réforme de la Constitution parce qu'ils savent que c'est le nœud du problème. Donc on ne sait pas du tout ce qui va sortir de là. Évidemment, c'est encore une fois une manœuvre pour gagner du temps, mais il n'empêche que c'est peut-être une ouverture qui permettra de sortir de la crise. Parce que je pense que si demain on proposait aux Catalans, aux Catalans une réforme de la Constitution qui leur donnerait soit plus de pouvoir, soit plus d'argent, soit même simplement reconnaître la Catalogne comme une nation dans l'État espagnol, je pense que ça pourrait en satisfaire certains et que ça pourrait désamorcer certaines velléités indépendantistes. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui indépendantistes en Catalogne parce qu'ils considèrent que de toute façon l'Espagne ils veulent rien entendre, ils veulent rien nous donner, donc on n'a plus rien à faire avec eux et la meilleure solution c'est de se casser. Mais si Madrid se mettait à leur proposer quelque chose, rien ne dit que ces gens-là continueraient à être indépendantistes et ils se diraient finalement c'est pas mal la proposition qu'ils nous font et ok, ça marche. À l'heure actuelle, c'est parce que nous, voilà, en Allemagne, on a une répartition des compétences entre les Länder et l'État fédéral qui sont très clairement réparties. Par exemple, l'éducation fait partie de la compétence des Länder. Tout ce qui est classique, la défense, la politique monétaire entre guillemets. Ouais, voilà, tout ça fait partie de l'État fédéral. Et après, il y a différentes choses qui sont un petit peu réparties en sous-catégories entre l'État fédéral et les Länder. Si je ne me trompe pas, toutes les autonomies espagnoles n'ont pas les mêmes domaines de compétences. Exactement. Voilà. Et la Catalogne ça dépend. Alors, je suis pas un grand spécialiste de droit et je t'avoue que j'ai pas regardé en détail quelles sont les compétences de chaque région, mais la Catalogne est, si c'est pas la première, la deuxième région avec le plus de pouvoir et le plus de compétences, et même en Europe, c'est une des régions avec le plus de compétences. Il faut savoir qu'ils ont leur propre police, qu'ils ont leur propre éducation, je disais leur propre police. Voilà, j'ai dit l'exemple le plus marquant. Ils ont leur propre police et il faut savoir que le maintien de l'ordre classique, en dehors des crises comme la crise habituelle, c'est exclusivement la police catalane qui s'en occupe. Et c'est pas la police nationale. Donc il faut savoir que oui, la Catalogne est une région qui a énormément de compétences du point de vue, qui a énormément de compétences par rapport aux autres régions espagnoles et par rapport même aux autres régions européennes. Mais est-ce que, je me dis, est-ce que du coup ça crée un peu un déséquilibre comme on peut le voir au Royaume-Uni où par exemple, chaque pays qui existe dans le Royaume-Uni a son propre parlement, sauf du coup l'Angleterre, vu que du coup c'est Londres qui décide, le Parlement britannique qui décide ce qui se passe en Angleterre, donc aussi des députés d'autres pays faisant partie du Royaume-Uni. Est-ce que du coup il y a est-ce qu'il y a du coup certaines régions comme ça, certaines autonomies qui se sentent lésées et qui se disent ouais mais d'accord du coup mais moi c'est le Parlement national qui décide pour moi sur cette question, alors que du coup les Catalans qui eux aussi du coup vont participer à ces décisions, eux ils peuvent décider par eux-mêmes. Alors à ma connaissance toutes les régions ont un Parlement. Oui, ça d'accord. À ma connaissance, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que toutes les régions ont un parlement. En tout cas, je les vois une par une et je crois que toutes ont un parlement. Évidemment pas avec les mêmes compétences. Ouais. Oui, il y a oui, évidemment, il y a un ressenti vis-à-vis de cette région qui est très riche et qui en veut encore plus, parce qu'il faut savoir que la Catalogne est quand même une région très riche, qui représente un cinquième du PIB de l'Espagne, donc c'est quand même pas rien. Et ce côté, d'un côté les Catalans se disent oui, mais on paie plus d'impôts qu'on en reçoit. Ils parlent de déficit fiscal, puisqu'évidemment, comme c'est une des régions les plus riches, ils paient des impôts et c'est redistribué dans tout l'État.
et ce qui leur revient est moins important que ce qu'ils donnent. Et d'un autre côté, on a les Andalous ou les gens d'Extrémadure, qui sont les 2 régions les plus pauvres d'Espagne, viennent nous dire mais c'est quoi ces Catalans qui sont déjà blindés de thunes et qui en veulent encore plus pour eux, alors que nous on a des 40% de chômage dans certaines de nos villes. Donc oui, il y a un ressentiment de ce côté-là. Voilà, mais disons que c'est plus pour des questions monétaires et moins pour des questions de pouvoir, ou il y a un peu des deux? Je pense que c'est plutôt pour des questions monétaires que de pouvoir. Je pense pas, enfin si c'est ça que tu voulais dire, je pense pas qu'il y a que par exemple en Andalousie on va dire oui mais alors eux ils peuvent se gouverner par eux-mêmes sur plein d'aspects, alors que nous c'est Madrid qui décide pour nous, parce que quand même globalement l'État espagnol est assez décentralisé et mis à part la Catalogne aujourd'hui, on est quand même dans une grosse crise. Mis à part la Catalogne, je pense pas qu'il y ait beaucoup de régions qui aujourd'hui soient insatisfaites de la quantité de compétences qu'elles ont. D'accord, oui, non, parce que voilà, c'est ce qu'il existe en fait un peu en Angleterre, vu que les pouvoirs sont pas répartis de façon équitable. Il y a plusieurs Anglais qui disent ouais, mais moi ça m'emmerde de pas décider qu'il y ait des gens, des élus d'autres pays du Royaume-Uni qui décident pour moi comment va se passer l'éducation en Angleterre, alors que eux pendant ce temps, les Écossais ils décident d'eux-mêmes de comment va être l'éducation en Écosse. Voilà, c'est un peu pour ça que je posais cette question, voilà, savoir s'il y avait ce ressenti, mais comme tu disais, c'est plus sur des questions économiques. C'est comme si demain pour rester dans la comparaison américaine, la Californie en demandait toujours plus en termes de pouvoir, et que les autres disaient non mais vous êtes déjà la région la plus riche, on va pas en plus vous donner encore plus de pouvoir, quoi. Oui, c'est ça, d'autant que je te disais, je crois que toutes les régions espagnoles ont leur parlement, même la région de Madrid a son propre parlement, donc... Oui, bien sûr. Non, c'est vrai. Bon, après, c'est vrai que voilà, le système britannique, on sent que c'est un système qui a été fait, entre guillemets à l'arrache, parce qu'il y a eu d'abord une longue position de on vous donnera pas plus de pouvoir, et pour éviter qu'il y ait une guerre civile, on va vous donner un peu plus de pouvoir. Oui, voilà, ça a été par des tâtonnements, quoi. Mais c'est ça. Ça s'est construit. Tiens, je vais dire un truc qui va faire enrager les Anglais. Ça s'est construit comme l'Union européenne, pas à pas, et sans qu'on sache comment ça y allait. C'est un peu ça, ouais. Alors que on sent qu'en Espagne ça a été beaucoup, enfin, si je ne me trompe pas, depuis que on a une monarchie constitutionnelle en Espagne, il y a quand même eu une réflexion sur le rôle des autonomies, même si c'est vraiment j'ai l'impression, en tout cas sur les 20 dernières années, qu'on a commencé à donner vraiment plus de pouvoir à des autonomies comme le Pays Basque ou j'allais dire l'Andalousie, n'importe quoi, ou la Catalogne, quoi. Ouais, l'Andalousie a pas mal de compétences. Ok, d'accord. Y a un peu de ça. Enfin, par exemple, les Catalans sont parmi les grosses revendications des Catalans. Il y a pouvoir lever l'impôt par eux-mêmes, comme le font les Basques. Et le fait que les Basques lèvent eux-mêmes leur impôt, c'est un truc historique qui remonte à des siècles en arrière et qui est très enraciné, et on a gardé ça parce que ça existait déjà et que les Basques historiquement ont toujours levé leur propre impôt. Bon, sauf sous Franco et dans d'autres circonstances, mais voilà, historiquement les Basques ont levé leur propre impôt. Après l'état des autonomies, comme on dit ici, donc l'état régional tel qu'il existe aujourd'hui, il a été créé, il a été constitué au moment de la transition démocratique, donc la deuxième moitié des années 70. Et oui, il y a eu des négociations qui ont été parfois houleuses entre toutes les forces politiques, mais alors je ne sais pas si ça s'est réellement passé comme ça, mais aujourd'hui en tout cas il y a une espèce de mythologie de la transition en Espagne dont l'idée principale est de dire en gros, à l'époque les partis étaient il y avait le parti communiste, et de l'autre côté il y avait des nostalgiques du franquisme, et pourtant tout le monde a bien voulu négocier et a bien voulu lâcher du lest pour faire cette constitution et pour faire cet état démocratique qu'on a aujourd'hui. Et donc du côté des régions c'est pareil, quoi. Tout le monde a un peu mis un peu de ses revendications de côté pour pouvoir construire cet état.
Donc il n'y a pas le côté ça s'est construit par des tâtonnements, il y a moins le côté ça s'est construit par des tâtonnements au fur et à mesure. Ça s'est construit en quelques années dans une période charnière de l'Espagne qui a été la période de la transition démocratique où tout le monde y a mis du sien, quoi. Oui, non, c'est vrai que voilà, c'est vrai que comment dire, la transition, enfin, moi je pense que c'est les moments où j'écoutais le plus en fait en cours d'espagnol, c'est les moments où on parlait de l'histoire espagnole du XXe siècle ou dès que ça parlait politique. Je pense que le cours où j'ai le plus levé la main, c'est quand la prof demandait le nom des partis politiques en Espagne. Et que j'étais là, le PSOE, le PP, j'étais à fond. Mais non, ça m'a toujours beaucoup surpris, c'est vrai, cette transition. Je sais que c'est pas entièrement en douceur parce qu'il y a eu une tentative de coup d'État, etc. Mais cette transition entre le franquisme et la monarchie, comment dire, parlementaire, qui m'a toujours beaucoup surpris. Voilà que certes, il y a eu une tentative de coup d'État, mais je me dis ça aurait pu être bien pire en fait. Il aurait pu se passer beaucoup plus de trucs, que ça parte dans tous les sens, que je vais peut-être aller un peu loin, mais qu'on puisse arriver dans une crise telle que celle qu'il y a eu en Yougoslavie, c'est-à-dire que les Basques disent maintenant qu'il y a plus Franco, allez bien vous faire foutre, on se barre, que les Catalans fassent la même chose, et que du coup il y ait une guerre entre Madrid et ces deux autonomies. Oui, bien sûr. Et puis il faut aussi tenir compte du fait que en 75, quand Franco est mort, la dernière fois que les Espagnols avaient eu un régime démocratique, ça s'est terminé en guerre civile. Donc il y avait quand même ce souvenir qui était vivace. Et je pense qu'il y a eu, je suis pas un grand spécialiste de l'histoire de la transition, mais je pense qu'il y a eu une volonté de s'entendre et d'éviter de retomber dans les fantômes du passé, quoi. Ouais, bien sûr. Puis je trouve, là, je vais être plutôt euro-positif à ce niveau-là. Le fait que l'Espagne était quand même assez rapidement, entre guillemets, intégrée dans l'Union européenne après son indépendance, a fait que, selon moi, ça a permis aussi de dire, voilà, le franquisme, c'est terminé, pour de bon. On n'est plus dans une dictature, on a envie d'être plus ouvert, de s'entendre. Et c'est vrai ce que tu me racontes sur le fait que, toutes les autonomies et tous les partis ont dit par contre là c'est notre chance de faire une démocratie, une vraie, donc il va falloir qu'on tienne le coup et puis au pire on rediscutera de nos problèmes divers et variés un peu plus tard. Je vais faire une comparaison un peu hasardeuse, mais ça me rappelle un peu la fin de la Seconde Guerre mondiale en France, quoi, où gaullistes et communistes ont dit on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, néanmoins on est d'accord sur le fait que ce qui vient de se passer, il faut absolument tourner la page, et il faut qu'on arrive à passer à autre chose le plus rapidement possible. Et puis les désaccords, on aura toujours le temps de les avoir une fois qu'on aura de nouveau, donc dans le cas de la France, une république démocratique, quoi. Ouais, c'est vrai, j'avais pas fait ce parallèle avec le Conseil national de la résistance, mais je pense qu'il y a un peu de ça, quoi, il y a dans l'esprit. Écoute, moi je pense que mes anciennes profs d'espagnol seraient assez fiers de voir que j'ai peut-être pas bien appris l'espagnol, mais j'ai bien écouté quand ils ont parlé d'histoire politique et autres de l'Espagne. Est-ce que tu as un dernier point, toi, du coup, à ajouter sur cette question ? J'en aurais plein, mais je pense qu'on va s'en arrêter là. Ouais, parce que c'est vrai que là, on pourrait faire un épisode de 2 heures, voire 3 ou 4 largement, si on se freinait pas, quoi. Tu me lances sur la politique catalane et je suis intarissable. Ouais, c'est comme il a fallu que je me retienne au dernier épisode de pas dire plus de trucs sur l'Allemagne aussi. Eh ben écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain JPP pour l'émission foot de la semaine prochaine. Ouais, en plus on aura une petite surprise pour vous.